qu'il paraît loin l'objectif de convergence entre les économies des pays membres de l'Union européenne prévu par le traité de Rome en 1957. Sous l'effet de la crise, ces économies ont en effet fortement divergé. En cause, si l'on fait le bilan, un manque de coordination et une absence de politique macroéconomique d'ensemble. Cette politique macroéconomique reste encore aujourd'hui à préciser et c'est tout l'intérêt de la dernière note du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui formule un certain nombre de recommandations. Pour en parler, je reçois les auteurs de la note, Agnès Benassi-Kéré, présidente déléguée du CAE, et Xavier Rago, président de l'OFCE. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, avant de parler des propositions que vous formulez, on va parler du constat. Xavier Rago, pour commencer, dans cet épisode de crise, la zone euro a performé moins que les autres grandes zones de production mondiale. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Effectivement, le début de notre réflexion dans cette note, c'est déjà de partir d'un diagnostic partagé de, au fond, qu'est-ce qui ne marche pas bien en Europe et pourquoi on est dans une situation qui n'est pas aussi bonne. Il y a des raisons économiques et puis il y a des raisons institutionnelles qui sont le mode de coordination, de débat entre les États membres. Le texte européen, le traité européen, avec toutes les accumulations de changements qui sont réelles, et il y a une réelle évolution du texte, fait quand même qu'il y a une concentration assez exclusive sur une discipline fiscale, ce qui est ça en soi, certes, mais pensé pays par pays. Chaque pays doit faire 3%, chaque pays doit consolider rapidement sa santé fiscale, donc réduire les déficits publics de manière accélérée, et les interdépendances entre les rythmes fiscaux n'est pas perçue directement au niveau européen. Donc cette concentration purement fiscale de court terme a empêché peut-être d'ouvrir la coordination européenne sur d'autres aspects essentiels de la convergence européenne, qui a été la convergence du niveau des prix et du niveau des coûts. Alors on parle du coût du travail, la divergence du coût du travail, mais c'est un processus global européen. Ce n'est pas que la France, l'Allemagne, la Grèce, tous les pays ont eu des trajectoires divergentes d'une part, et les mouvements des capitaux qui ont été très différenciés entre les pays et parfois déstabilisateurs. Donc la nécessité de coordination, aujourd'hui on le voit, s'étend d'une manière beaucoup plus large que la seule discipline fiscale au sens le plus strict du terme. Alors justement, Agnès Benassi-Kéré, quels sont les domaines que vous avez identifiés, des domaines auxquels doivent s'étendre cette gouvernance européenne ? Tout à fait. Donc nous confirmons que la question budgétaire est absolument centrale. On voit aujourd'hui avec la Grèce que ne pas se préoccuper de la soutenabilité budgétaire peut mettre en péril tout l'édifice de la zone euro. Ce que nous disons, c'est que le budgétaire s'est exclusivement concentré sur la soutenabilité, n'a pas vu la gestion de la demande, qui est comme la politique budgétaire, c'est avant tout la gestion de la demande. Et par ailleurs, si vous regardez la situation en 2007, juste avant la crise, vous regardez le déficit budgétaire, il n'aide pas tellement à prévoir la crise. L'Espagne, l'Irlande étaient parfaitement dans les clous voilà. Et par contre, si vous regardez le solde extérieur courant, eh bien, la quasi-totalité, même la totalité des pays qui ont subi très fortement une crise avaient un déficit extérieur courant supérieur à 4% du PIB. Donc on aurait regardé cet indicateur plutôt que le solde budgétaire, on aurait beaucoup plus facilement pointé les pays qui allaient connaître une crise. Donc ça nous dit qu'il faut élargir la surveillance, ce qui a été fait d'ailleurs avec la procédure pour déficit macroéconomique. Mais cette surveillance n'est pas encore au niveau de la surveillance budgétaire. Il y a toujours une hiérarchie. On continue à regarder quand même presque exclusivement le déficit budgétaire, alors que les déficits privés, les banques, l'endettement des ménages et la divergence des prix, donc on n'a pas regardé suffisamment la divergence des prix entre les États, alors que c'est une évidence que la divergence des prix ne pourrait plus être corrigée par une dévaluation, eh bien ça n'a pas été pris suffisamment au sérieux par les États. Alors justement, Xavier Rago, sur cette question de la compétitivité, sur la divergence, comment les résoudre ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça va être possible, il faut que ce soit. Et c'est quelque chose de sérieux qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Effectivement, un pilier de la construction européenne, ça a été le marché unique et la politique de la concurrence pour permettre une intégration commerciale. Et il y avait l'idée implicite que cette intégration commerciale allait permettre de faire converger les conditions sur le marché du travail, le coût du travail. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. C'est dur de quantifier les choses, mais à la louche, disons que les prix ont divergé. L'Allemagne a fait une modération salariale qui était nécessaire du fait de la réunification allemande. La Grèce a bénéficié des transferts européens
et les salaires ont plutôt augmenté dans cette phase-là, et la France est un peu la zone médiane. Pour donner des ordres de grandeur, mais tout ça est assez compliqué, l'Allemagne est un peu sous-évaluée de 15 à 20%, et la Grèce peut-être surévaluée de 30%, 15 à 30%. Bon, les ordres de grandeur, encore une fois, sont difficiles, mais c'est des ampleurs assez importantes, et bien sûr, on n'a plus le taux de change pour faire réajuster les choses. Donc, il faut le faire différemment. Il faut le faire différemment et de faire de manière intelligente. Qu'est-ce que j'entends par là? Si jamais la seule recommandation, une fois qu'on a fait ce constat, c'est de dire que tous les pays qui sont au-dessus du pays plancher qu'est l'Allemagne doivent faire baisser leur salaire, qui est un peu la tendance qu'on raisonne pays par pays. On dit voilà, chaque pays doit restaurer sa compétitivité. Tous les pays vont le faire en même temps et il n'y aura pas d'effet. Le seul effet, ça va être un biais déflationniste qu'on connaît de longue date, qui est un biais assez dangereux parce qu'on va faire baisser tous les prix en même temps. Personne ne gagnera en termes de compétitivité. Et la seule chose qu'on va voir, et ce qu'on voit voilà, c'est un peu l'actualité, heureusement, la reprise va peut-être changer les choses, mais il y a un biais déflationniste généré. Donc il faut être intelligent et penser des recommandations pays par pays et des rythmes d'évolution des salaires et des prix dans les pays qui soient compatibles avec un ajustement à un horizon, et c'est ça la difficulté, un horizon qui est plutôt de 5 à 10 ans, qui est un horizon long de la coordination. C'est un horizon qui demande une crédibilité des gouvernements pour dire, voilà, dans 5 ans, progressivement, je vais ajuster mes salaires. Donc cet horizon long, avec un objet difficile à manier, qui est l'évolution des salaires, bon, il y a des outils pour le faire, rend la question de la compétitivité difficile et importante. Dans la note, pour aller vite, et je vais conclure cette question là-dessus, on propose de faire pays par pays des observatoires du dialogue social et de la compétitivité qui permettent de penser dans chaque pays l'évolution des salaires, et une coordination européenne de ces observatoires permettrait de penser la divergence des salaires et la nécessité de la convergence directement au niveau européen, avec une coordination du dialogue social au niveau européen. Alors Agnès Benassi-Kéré, ces pressions déflationnistes, elles sont aussi nées du fait que les États cherchent à se désendetter aujourd'hui. Est-ce que nécessairement il faudra en passer par un épisode de restructuration des dettes ? Alors, il y a déjà eu un épisode de restructuration de la dette grecque, qu'on a tendance à oublier, quand même, 100 milliards. Voilà. Alors, la zone euro est un peu enfermée dans une sorte de triangle d'incompatibilité, on aime bien les triangles, de non-restructuration, non-renflouement d'un État par d'autres États membres et non-monétisation. Et donc, on voit bien aujourd'hui que la solution, c'est d'aller un peu enfreindre ces trois interdits, peut-être un peu des trois à la fois, et plutôt que de faire un seul des trois qui serait assez catastrophique pour la zone euro. Et en tout cas, on est en train de sortir de cette idée selon laquelle on peut faire sortir de la crise budgétaire dans laquelle on est plongé uniquement par l'ajustement budgétaire, c'est-à-dire uniquement l'État qui a un déficit ajuste. Il va falloir sans doute utiliser un peu d'autres outils, même si ce n'est pas forcément tout de suite. Est-ce que plus de coordination, Xavier Rago, ça veut nécessairement dire prévoir des transferts entre les États ? Non. Cette question des transferts entre les États, c'est une question importante qui a été largement débattue avec l'Allemagne au début de l'Union monétaire. Et l'Allemagne avait essayé de penser, de promouvoir un projet où il n'y ait pas de transfert entre les États. Et c'était assez constitutif de la zone euro. Donc je pense qu'il y aura peut-être des transferts possibles, mais il faut placer le débat sur les transferts, sur le budget, à un niveau assez élevé d'un projet européen et de définir des objectifs, des transferts pour quoi faire, à long terme ou pas. Donc il y a une question générale des transferts qui est assez ambitieuse, qui demande une gestion, peut-être une évolution des traités. Notre réflexion, c'est d'être un peu moins ambitieux par rapport à ces éléments-là, c'est de penser sans changement de traité, sans budget et donc sans transfert permanent entre les États, jusqu'où on peut aller dans la coordination en améliorant les choses. Et je pense qu'on peut aller assez loin. On peut aller assez loin en coordonnant les budgets nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne a décidé d'aller très très rapidement en termes de consolidation fiscale, donc de baisser sa dette très très rapidement. D'autres pays ont plus de temps et ont demandé plus de temps et l'ont obtenu, qu'a été la France. On peut peut-être aller plus loin, par exemple dans le débat franco-allemand, pour penser une évolution graduelle des deux budgets qui permettent de consolider la dette publique allemande
à un rythme un peu moindre, mais à un rythme soutenu, ce que demandent les Allemands, et avoir plus de temps pour la France. Je vous prends ces deux pays-là parce que c'est les deux économies les plus importantes, mais chaque pays, en termes de coordination de la consolidation fiscale, si on intègre un peu plus, si on voit un peu plus les effets de croisés entre les pays, on peut aller loin en termes de coordination sans avoir des transferts permanents, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce. Parmi les recommandations que vous formulez, vous appelez un choc de simplification, pour reprendre une expression bien connue, sur l'analyse des déséquilibres macroéconomiques. Agnès Benassi-Kéré, sur quels indicateurs faut-il s'arrêter ? Oui, nous avons actuellement une procédure pour déséquilibre macroéconomique, mais qui est d'une lourdeur incroyable, du début à la fin. Au début, parce qu'elle s'appuie sur un tableau de bord qui comporte quand même 11 indicateurs principaux et 29 indicateurs secondaires, soit 40 indicateurs, qui sont calculés pour 28 pays. Donc ça fait un total de 1120 indicateurs, un épais document, sur lesquels... Et quand on regarde les indicateurs dans le détail, ils ne sont pas forcément pertinents pour juger du déséquilibre macroéconomique. Alors lesquels sont pertinents ? Nous, ce que nous disons, c'est qu'en première analyse, ce qu'on peut regarder, le meilleur indicateur synthétique d'un déséquilibre d'un pays, c'est son sol extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est la somme dans son excès, un excédent extérieur courant, c'est la somme d'un excédent d'épargne privée et d'un excédent d'épargne publique. Alors il peut y avoir un excédent privé et puis un déficit public, mais l'excédent privé excède le déficit public. Mais en tout cas, c'est ça. Et donc, un excédent excessif ou un déficit excessif au niveau extérieur, en fait, va révéler un excédent privé ou public excessif ou un déficit privé ou public excessif. Donc c'est un indicateur vraiment synthétique. Donc prendre la valeur absolue, si vous voulez, du sol extérieur courant serait une sorte d'indicateur de première analyse qui serait utile parce qu'en fait, il y a tellement d'indicateurs aujourd'hui que finalement les décideurs referment le dossier en disant que c'est trop compliqué, on verra plus tard. Et du coup, ils reviennent à leurs amours antérieurs qui est le sol budgétaire. Et donc, ce qu'on défend, c'est de déplacer un peu le focus, de mettre sur le sol extérieur courant. Et comme ça, eh bien, il y a du bon déficit, il y a du mauvais déficit, on peut discuter. Puis peut-être qu'il est d'origine, d'ailleurs, la Grèce, le cas de la Grèce, il y avait un déficit extérieur et un déficit public. Mais l'Espagne avait un déficit extérieur et pas de déficit public. Donc, ça nous aurait aidé à quand même attraper des pays qui ont subi une crise. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder d'autres indicateurs, le marché immobilier, la compétitivité, mais c'est en première analyse, nous sommes utile d'avoir un indicateur synthétique qui va s'allumer dans certains cas et attirer l'attention des décideurs. Pour conclure, Xavier Rago, est-ce qu'on peut avoir plus de coordination en Europe sans changer les traités ? Oui. Et cette question du changement des traités, c'est une question importante. Je pense que changer les traités, on sent qu'il y a un certain besoin, on parle de budget européen, on parle d'augmenter la taille substantiellement du budget européen, d'émettre des eurobonds, donc un endettement directement européen, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ça demande un projet politique. Ça demande de relancer le projet européen sur des bases, avec des objectifs communs, avec une volonté commune, et des outils clairement identifiés, des responsabilités clairement identifiées de chacun dans les prises de décision. On voit au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une appétence très forte des populations européennes pour un saut en avant d'intégration. De l'Europe, oui. Bon, donc, une première étape pour plus d'intégration, c'est déjà de peut-être améliorer ce qu'on a, se coordonner plus, définir des objectifs communs, des instruments communs, des responsabilités, donc de raisonner dans un premier temps à traiter inchangé, qui est un peu le cadre de cette note, et on peut faire beaucoup déjà, avec la réforme du semestre européen dont vient de parler Agnès, et permettre de coordonner sur d'autres champs que strictement budgétaires à court terme, l'action européenne, pour apprendre à travailler ensemble, pour passer à l'étape d'après, qui est une plus grande intégration européenne. On a réussi à le faire avec la monnaie commune et le passage à la zone euro. On a d'abord coordonné les politiques monétaires, c'est le système monétaire européen. On a appris à travailler ensemble, et ensuite, quand les pratiques étaient compatibles, on a donné une date pour l'intégration pour la mise en place de l'euro. La mise en place de l'euro. Peut-être sur la question budgétaire, on peut faire la même chose. Donc avoir un horizon ambitieux sur lequel les politiques et les populations doivent définir le cadre et se donner un cadre de coordination en réformant les outils actuels pour atteindre cet objectif et apprendre à travailler ensemble et reconstruire la confiance dans ce projet européen dont on a besoin.
Agnès Benassi-Kéré, vous partagez ce constat? Améliorer la coordination à court terme, ça aidera à se projeter dans l'avenir. Et en même temps, il faut un projet dans l'avenir pour aider à améliorer la coordination à court terme. Les deux sont complémentaires. C'est vraiment, donc le changement de traité et l'amélioration des outils qu'on a aujourd'hui sont complémentaires. Ce qui est très important, c'est aussi simplifier pour donner du sens. Au niveau analytique, économique, mais aussi du sens pour les populations, les citoyens et le politique qui comprennent, parce que c'est devenu quand même un exercice extrêmement bureaucratique, compliqué. Donc donner du sens de manière à ce qu'ils l'approprient et qu'ils puissent ensuite reprendre le chemin de l'intégration avec beaucoup plus de motivation. Eh bien, merci à tous les deux. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie sur le site du CAE. Votre note est en téléchargement libre. Merci à tous les deux. Merci. Merci.